Cet été, j'avais envie de te proposer un format beaucoup plus léger, mais pas vide de sens. Un truc qui se consomme comme un magazine de vacances, mais version liberté financière. Tu te souviens de ces magazines pour ados? Les tests, les histoires vécues, les horoscopes, les potins? Eh bien, j'ai remixé tout ça et je te propose la version riche et heureux Summer Edition. Au programme de chaque épisode, tu vas retrouver plusieurs rubriques. Une actu people, parce que certaines célébrités ont des business très intéressants à analyser. Une histoire vécue par l'un de mes auditeurs, complètement foireuse, mais toujours très inspirante. Il y aura également une rubrique où je réponds à vos questions sur le business Amazon de retail arbitrage, en mode courrier des lecteurs ou courrier des auditeurs. Un quiz, parce qu'on aime toujours se découvrir des personnalités à la con, sauf que cette fois, ça sera en mode un peu plus sérieux pour en apprendre plus sur nous-mêmes. Un horoscope business, totalement inventé et assumé en tant qu'inutile, mais parfois étrangement motivant. Et un conseil lifestyle pour prendre soin de ta liberté et de toi-même. Bref, de la légèreté, de l'inspiration, du fun. Et on démarre de suite avec la première rubrique, l'actu people. Comme je vous disais, pour cet été, j'avais envie d'un truc beaucoup plus léger, mais toujours utile. Un petit mélange de pop culture, de business et de mindset. Parce que, soyons honnêtes, les stars, en plus d'être riches, connues, bien maquillées et toujours bien apprêtées, elles ont une stratégie business bien rodée. Et quand tu grattes sous la surface, tu te rends compte que certaines stars gèrent leur image comme un business. Certaines arrivent à monter de vrais empires et d'autres se sabotent complètement. Dans cette rubrique, on va décortiquer ce que les stars font ou ne font pas avec leur argent, leur image et leur business. Pas pour les copier, mais pour s'en inspirer. Et pour ce premier épisode, j'ai choisi de parler de Rihanna. Pourquoi Rihanna est devenue plus riche en arrêtant la musique? Oui, elle nous fait attendre depuis 2016 pour entendre un nouveau son, mais pourtant Rihanna n'a jamais été aussi riche. Donc si tu te demandes que peut-elle bien faire depuis tout ce temps, eh bien elle a décidé de faire une pause côté musique pour faire exploser son empire business. Et ce qu'elle a fait, c'est une masterclass. Car en 2022, elle a officiellement rejoint le club des milliardaires. Pas grâce à ses tubes, pas grâce à ses concerts, mais grâce à Fenty Beauty et Savage X Fenty. Ces deux marques qu'elle a co-créées où elle a mis son image, sa vision, son nom, mais également son cerveau d'entrepreneur. En gros, elle a transformé son personal branding en business scalable. Le vrai move qu'elle a fait, c'est de passer de « je vends ma voix » à « je vends des produits que je possède ». Résultat, elle gagne plus sans chanter que la plupart des stars qui remplissent des stades entiers. Ce que Rihanna a compris, et que peu de stars comprennent, c'est que la célébrité, c'est un levier, pas un modèle économique. La visibilité, c'est bien, mais la propriété, c'est mieux. En arrêtant de faire des tournées, elle a pris un pari risqué. Ne plus travailler pour de l'argent, mais créer des actifs qui travailleront pour elle. Elle a misé sur un business dont elle détient une partie du gâteau et pas seulement un cachet. Et en plus de ça, pour parler de ses marques, elle ne vend pas simplement du maquillage, elle vend une identité. Inclusive, accessible, audacieuse, ultra stylée. Elle a trouvé une faille dans le marché et elle l'a remplie. Tu n'es peut-être pas Rihanna, mais tu as peut-être un personal branding en or que tu n'exploites pas. Alors cette semaine, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je pourrais créer une fois, mais vendre 1000 fois? Et c'est comme ça que tu commenceras à penser comme Rihanna. J'espère que cette première rubrique t'a plu. On va passer à la suivante, celle du courrier des auditeurs spécial Business Amazon. Dans cette rubrique, je réponds à vos questions sur le business d'achat-revente sur Amazon. Donc que tu sois déjà dans le game ou si tu te demandes si scanner un paquet de céréales peut vraiment te rendre riche, ici, on va prendre le temps d'éclaircir certaines zones floues. Et cette semaine, je réponds à la question de Jérémy. Salut, moi, là où j'ai peur, c'est le déblocage de marque, en tant que nouveau vendeur, évidemment. J'ai très envie d'aller dans un hard discount type Nose, Action, etc. Mais si je me retrouve avec 10 marques différentes sans pouvoir les débloquer, c'est très contraignant, même si cela fait évidemment partie du jeu. Alors, salut Jérémy et merci pour ta question. Elle va parler à plein de monde parce qu'elle touche vraiment à un sujet qu'on rencontre tous quand on débute, c'est-à-dire les marques bloquées. Je l'ai rencontré également, je me demandais un peu comment faire dans l'action, dans la pratique, comment j'arrive à trouver un produit et à le vendre. Mais avant de rentrer dans le détail de ma réponse, faisons juste un petit point vocabulaire et explication parce que pas tout le monde sait de quoi on parle. Donc, c'est quoi le retail arbitrage? C'est une stratégie ultra concrète pour gagner de l'argent sur Amazon. En gros, tu achètes dans des magasins, en grande surface, en ligne, chez également des fournisseurs, des grossistes. Tu revends plus cher sur Amazon et tu empoches la différence, la plus-value, moins bien sûr les frais Amazon
et après, à côté, les autres frais que tu peux avoir de fonctionnement et n'oublions pas les impôts. Mais il y a un petit obstacle quand tu commences, c'est le déblocage de marques. Les marques qui sont gated, qui sont bloquées. Quand tu ouvres un compte sur Amazon, tu ne peux pas commencer à vendre tous les produits sur la plateforme. Certaines marques et parfois certaines catégories sont bloquées. Amazon met cette sécurité en place pour éviter les contrefaçons et les vendeurs qui ne sont pas du tout sérieux. Donc oui, quand tu fais ton étude de marché, que tu scannes un produit avec l'application SellerAMP, donc l'application d'Amazon qui te permet d'étudier si un produit est rentable, tu peux te rendre compte que certaines marques sont bloquées, que tu n'es pas autorisé à les vendre. Et quand tu débutes, il y en a pas mal. Et c'est vrai que quand tu vas dans des hard discount, des magasins de déstockage, eh bien, il y a beaucoup de marques qui peuvent être bloquées. Donc, comment tu peux débloquer une marque? Quand tu demandes à Amazon l'autorisation de vendre un produit, donc de débloquer une marque, il y a deux méthodes. La méthode officielle et un peu relou, c'est qu'il te demande des factures de 10 ou 100 produits d'un fournisseur professionnel. Donc, un magasin de hard discount, Noz, Stockomanie et autres, ça ne marche pas. Donc tu vas sur un site professionnel ou dans un magasin un peu plus professionnel, c'est-à-dire hypermarché, tu achètes minimum 10 ou 100 produits de la marque en fonction de ce que Amazon te demande. Tu mets la facture à ton nom, au nom de ton entreprise, bien évidemment, l'entreprise que tu as inscrite quand tu as créé ton compte vendeur, et tu soumets donc cette facture à Amazon. Si Amazon la valide, tu es autorisé à vendre cette marque à vie. Enfin presque. Il y a eu des abus sur la plateforme et moi, par exemple, j'avais débloqué une marque que je me suis faite rebloquer par Amazon parce que justement, voilà, il y a eu des abus par des vendeurs peu sérieux qui cassaient les prix. Donc la marque a dit stop. Amazon a bloqué tous les nouveaux vendeurs, les vendeurs qui ont créé leur boutique depuis moins d'un an. Et maintenant, je me retrouve à devoir redébloquer la marque, mais cette fois avec une facture de 100 produits. Et 100 produits, c'est pas le même budget que pour 10. Deuxième méthode, la voie magique, on va dire, et surtout progressive, c'est quand tu commences à vendre régulièrement, Amazon te débloque automatiquement des marques. Et il y a des marques que tu es autorisé à vendre directement. Quand tu vas pour faire ta demande à Amazon, Amazon te dit « Félicitations, votre demande est acceptée, vous pouvez vendre cette marque ». Donc plus tu vends ces produits-là, dont tu es autorisé automatiquement, et plus tu commences à débloquer des marques grâce aux factures, petit à petit, Amazon va te faire de plus en plus confiance et va te débloquer automatiquement certaines marques qu'elle te demandait une facture avant. Donc plus tu vends, plus tu es digne de confiance et plus tu es libre. Donc pour te lancer, commence avec des produits qui sont déjà autorisés, utilise des enseignes en ligne comme Carrefour, la Fnac, Cultura pour débloquer certaines marques. Ce sont des enseignes qui te donnent de vraies factures. Fais un peu de chiffres, gagne la confiance d'Amazon et débloque des portes au fur et à mesure. Donc oui, je sais, c'est frustrant de ne pas pouvoir tout vendre dès le début sur Amazon, mais ça fait partie du jeu et il faut d'ailleurs le prendre un peu comme ça, comme un jeu où tu passes les niveaux un par un, tu gagnes de l'expérience, tu montes ton compte et dans quelques mois, tu pourras faire tes courses chez Noz sans aucun problème. Donc bon courage à toi Jérémy et bienvenue dans le monde du retail arbitrage. C'est pas toujours simple, hein. Moi ça fait moins d'un an que je suis dedans, mais c'est une super aventure et c'est surtout une très bonne méthode pour générer des revenus de manière assez libre. Rubrique suivante, la rubrique des histoires vécues. Si tu penses que ta vie pro, tes investissements ou ton quotidien d'entrepreneur, c'est le chaos, attends d'entendre les histoires que j'ai reçues. J'ai demandé à ma communauté de me partager leurs galères, leurs histoires what the fuck, leurs moments gênants ou improbables et j'ai eu des pépites. Donc chaque semaine, je vais t'en lire une. Parfois on va rire, parfois on va pleurer de rire, parfois on va se dire « Ah, ouf, je ne suis pas la seule à avoir vécu un truc chelou ». Donc bienvenue dans la rubrique Histoire vécue totalement what the fuck, aka les galères des autres qui font du bien à entendre. Ces histoires sont bien évidemment anonymes et si d'ailleurs ça t'intéresse, tu as envie de participer à un de mes épisodes, n'hésite pas à m'envoyer ton histoire what the fuck. Je la partagerai dans un futur épisode. Donc on va commencer avec cette première histoire. J'en ai fait un réel sur Insta et j'ai changé le prénom si vous vous posez la question. Là, il n'y aura pas de prénom puisque je vais vous lire tel quel ce que la personne m'a envoyé. J'ouvre les guillemets.
Plein d'envie, entre parenthèses, d'ambition, nous achetons début 2022 un studio dans le quartier mythique du Panier à Marseille en se disant qu'ici, on ne peut pas faire d'erreur. Et pourtant, l'erreur avait bien été commise à l'achat, ou plutôt à la visite, celle de ne pas visiter tous les étages. Bah oui, pourquoi visiter tous les étages d'un immeuble? On n'allait pas acheter tous les appartes de tous les paliers. Mais revenons à la chronologie. Après l'achat, s'en est suivi 1 mois et demi de travaux pour mon plus 1, qui était alors infirmier. Donc, entre chaque patient, hop, il se tapait les 4 étages à pied, évidemment pas par kiff, mais bien parce qu'on a pris l'option sans ascenseur, pour enduire, repeindre, poser du parquet, bref, la totale. Un jour, il croise un gugus sur le palier. Sans plus, bonjour, bonjour, mais plus les allers-retours s'enchaînaient, plus le gugus semblait s'être installé. Pourtant, pas de doute possible, il n'était pas occupant d'un appartement. Alors, que faisait-il là? La plupart du temps, il nous entendait débarquer et aller se planquer au 5e étage, mais en laissant derrière lui son essentiel, dont un seau à pipi-caca. Ouais. Notre rêve d'Airbnb en plein quartier touristique s'est vite effondré. Tu vois les commentaires du type « très chouette appart, mais accueil mitigé sur le palier, peut mieux faire ?» Oui, je vois très bien. On a bien tenté de trouver une solution d'hébergement à ce garçon et appelé son éducateur, mais rien n'y a fait. Et cerise sur le gâteau, si nous ne parvenions pas à le convaincre de partir, c'est aussi et surtout parce qu'il avait conclu une sorte de marché avec une propriétaire. Faire le ménage, pardon, vous voyez, on rit, on pleure de rire. On se moque pas, hein, mais on compatit. Donc, le marché conclu avec une propriétaire, faire le ménage des parties communes en contrepartie d'un droit à dormir devant notre porte. Ah, le culot des gens. Après nous être acharnés un moment, subi les insultes et menaces en tout genre et les AG lunaires où nous devions proposer notre appartement à ce garçon en guise de solution, le culot des gens, je confirme, nous nous sommes rendus à l'évidence, il fallait vendre et se délester de ce poids. Cette bataille n'était pas à notre portée. 2 conclusions quand même. Si nous avions visité tous les appartements, enfin au moins le dernier, juste celui au-dessus du nôtre, nous aurions croisé ce garçon et nous aurions vu la couette, le seau, les sacs. Pas sûr que les formateurs IMO donnent ce conseil, mais vraiment visiter tous les étages. Nous sommes quand même repartis avec 40 000 € de plus-value en 6 mois. Pas si mal pour une mésaventure qui nous a causé de sacrées nuits blanches. Alors oui, voilà, cette histoire est terminée. Et au-delà de cette anecdote presque irréelle, effectivement, ça nous rappelle une chose essentielle, c'est que l'immobilier, ce n'est pas de tout repos, hein, ce n'est pas juste une affaire de chiffres et de rentabilité, c'est aussi une aventure humaine. Donc, heureusement pour eux, ils ont bien acheté, comme ils ont dit, le bon prix, le bon quartier, et je pense que c'est grâce à ça qu'ils ont eu la plus-value. Ils ont eu aussi le courage de dire stop et d'arrêter, de se dire qu'effectivement ce combat n'était pas le leur. Et d'ailleurs en entrepreneuriat, en investissement, c'est aussi comme ça que l'on fait de l'argent, hein. C'est en résolvant les problèmes des autres, des problèmes que certaines personnes ne veulent pas régler. Donc quelqu'un d'autre qui avait les épaules à récupérer ce problème. Mais voilà, au moins ils ont su dire stop et garder leur énergie. Et ça, moi, c'est ce que je trouve de plus important, en fait. C'est pour ça que quand j'investis en immobilier, je le fais de manière totalement déléguée. C'est parce que je sais que ce côté humain me puise énormément d'énergie et m'empêche de dormir. Et mon sommeil est précieux. Donc merci infiniment à toi pour ce partage courageux, cash, super précieux, hein, pour tous ceux qui nous écoutent. N'oubliez pas de visiter les parties communes quand vous achetez un appartement. Toutes les parties communes, hein, c'est très important. On va passer à la catégorie suivante, à la rubrique suivante, qui est un quiz. Donc si tu as grandi comme moi, avec des magazines comme Fan de, Jeune et Jolie, Girls, je ne sais plus comment ça s'appelait, tu te souviens certainement qu'à l'intérieur, il y avait toujours des quiz du genre
quelle est ta couleur d'aura, quel boys band est fait pour toi. Es-tu une vraie amie ou juste sympa? Perso, j'adorais ça. Comme on est en mode été, j'avais envie un peu de ramener cette énergie, mais bien sûr de la basculer en mode riche et heureux. Donc version business, développement personnel. Donc aujourd'hui, je vais te faire en direct un quiz proposé par Aline alias The Bee Boost. Elle a partagé dans son podcast Je peux pas, j'ai business. Il permet de découvrir ton chronotype. Donc en gros, le rythme naturel de ta productivité. Donc tu peux le faire en même temps que moi ou juste écouter et voir si tu te reconnais dans les réponses. Donc c'est parti pour découvrir si je suis du genre à cartonner à 6h du matin ou me réveiller à 17h. C'est parti pour le quiz. Découvrez quel est votre chronotype. Il existe 4 chronotypes et connaître le vôtre vous permettra de construire un business sur mesure en fonction de vos heures de productivité. Prête à découvrir quel est votre chronotype et comment miser sur votre style de productivité? Je fais le quiz. Alors, naturellement, vous êtes tendance à vous réveiller avant 6h30, entre 6h30 et 9h, après 6h30. Alors, déjà, c'est pas après 9h. On va dire je suis plus du genre entre 6h30 et 9h. Ça m'arrive avant 6h30. C'est rare, mais quand je cogite beaucoup, généralement 6h. Mais je cogite souvent, mais bon, on va dire 6h30, allez, 7h. Moi, je me réveille à 7h. Vous devez vous lever à une heure précise demain. Programmez-vous un réveil. Inutile, ton corps se réveille tout seul. Oui, et je me réveille tout de suite quand le réveil sonne. Oui, et je le reprogramme plusieurs fois pour dormir encore un peu. Alors, oui, je mets un réveil tout de suite, enfin, je me réveille tout de suite quand le réveil sonne. Quand j'étais petite, je mettais mon réveil plusieurs fois, j'avais plein de réveils et en fait, je me réveillais, hop, j'éteignais, j'attendais le deuxième, et je me réveillais au troisième ou au quatrième, je sais plus. Mais là maintenant, non, je mets un réveil et je me lève. Le week-end, vous vous réveillez à la même heure qu'en semaine, entre 45 minutes et 1h30 plus tard qu'en semaine, plus d'1h30 plus tard qu'en semaine, hashtag grasse mat party. On va dire entre 45 minutes et 1h30 plus tard qu'en semaine. Arrivez-vous à dormir en avion? Oui, sans aucun problème. Un peu avec un masque et des bouchons, pas du tout. Alors on va dire un peu avec masque et bouchons. Oui, je dors sans problème, mais j'avoue que la luminosité, c'est un problème. Et le bruit aussi. Souffrez-vous de jet lag après un voyage? Oui, il me faut du temps pour m'en remettre. Oui, mais ça va déjà mieux après 48 heures. Non, je m'en remets plutôt vite généralement. Ou je ne sais pas. Alors là, j'hésite entre le je ne sais pas, parce que j'en ai pas fait souvent, et le ça va déjà mieux après 48 heures. Ouais, je vais mettre 48 heures. Allez. Votre horaire préféré pour manger? Le matin, hashtag team petit-déj, le midi ou le soir, dîner, c'est la vie. Alors, un peu compliqué à répondre pour moi parce que hashtag team petit-déj, c'est la vie, sauf que en fait, je ne peux manger un petit-déj à midi. On juge pas, d'accord? Moi, je préfère les plats qu'il y a en petit-déj et du coup, je les mange à midi. Et le soir, je mange le repas du midi. Je mange pas léger le soir. Votre horaire préféré pour manger? Allez, le soir. J'aime bien me faire mon bon repas le soir. Le matin, en fait, j'ai du mal à manger le matin. C'est pour ça que je prends mon petit-déj tard. Donc allez, on va dire le soir. Vous avez besoin d'être concentré pendant un long moment. L'idéal pour vous, c'est en début de matinée, en début d'après-midi, en milieu d'après-midi. Milieu d'après-midi. Vous devez à tout prix faire une séance de sport intensif. L'horaire le moins pire, c'est avant 8h, entre 9h et 16h, après 16h. Alors, sport intensif avant 8h, c'est mort. Parce que moi, il faut que le corps, il faut qu'il se réveille. Donc, si tu inclus les échauffements sont toujours plus longs le matin, justement pour remettre son corps, le réveiller. Donc, avant 8h, c'est mort. Entre 9 et 16, après 16, en fait, j'ai toujours fait du sport le soir, même les efforts intensifs. Mais après, dans la journée, un peu plus en forme que le soir, on est fracassé par la journée. Allez, je vais me dire entre 9 et 16.
Arrivez-vous à dormir lorsqu'il y a un peu de lumière et de bruit? Alors, oui, sans problème, ça dépend de mon niveau de fatigue ou non, j'ai besoin de calme et de noir complet pour m'endormir. Allez, on va dire ça dépend de mon niveau de fatigue et ça dépend du niveau de luminosité et de bruit. À quel moment de la journée avez-vous l'impression d'être le plus attentif? 1 à 2 heures après mon réveil, 2 heures à 4 heures après mon réveil, 4 à 6 heures après mon réveil. À quel moment de la journée avez-vous l'impression d'être le plus attentif? Alors, vu que c'est l'impression, je vais marquer 1 à 2 heures. Imaginez un monde alternatif où vous ne pouvez travailler que 5 heures par jour. Sinon, vous mourrez dans d'atroces souffrances. Vous préférez le faire, c'est ce qui est écrit, hein, j'invente pas. Vous préférez le faire entre 5 heures et 10 heures du matin, entre 10 heures et 15 heures, entre 16 heures et 21 heures. Un monde alternatif où vous ne pouvez travailler que 5 heures par jour. Ah, entre 5 heures et 10 heures le matin. Comme ça, après, j'ai toute la journée pour faire ce que je veux. Vous êtes plutôt cerveau gauche, esprit stratégique et analytique, cerveau droit, esprit créatif et clairvoyant, entre les deux. Alors, moi, je suis quelqu'un de la moyenne. Et oui, donc on va mettre entre les deux. Je suis Gémeaux en même temps. Team sieste? Jamais, parfois notamment le week-end. Si je fais une sieste, je ne dors pas la nuit. La sieste, c'est la vie. Alors, on va dire parfois, pas notamment le week-end, hein, enfin c'est quand je peux. Je fais la sieste si j'en ai besoin. Mais j'essaie de ne pas la faire trop longtemps, sinon je ne dors pas la nuit. Mais non, parfois, notamment le week-end. Quelle affirmation vous ressemble le plus en ce qui concerne votre santé, nourriture, exercice? Je fais des choix raisonnables la plupart du temps. Je fais des choix raisonnables de temps en temps. Je peine à faire des choix raisonnables. Allez, soyons honnêtes. On va mettre je fais des choix raisonnables de temps en temps. Et l'objectif, c'est passer à la plupart du temps. Avez-vous tendance à cogiter avant de vous endormir? Oui, très souvent. Cela peut m'arriver suite à un événement de la journée. Non, je m'endors assez rapidement. Oui, très souvent. Êtes-vous à l'aise avec la prise de risque? Pas du tout, plus ou moins, très. Plus ou moins. Allez. Arrivez-vous à vous concentrer en travaillant dans un open space ou en équipe? Oui, sans problème. Ça va dépendre de la tâche. Non, il me faut beaucoup de calme et de la solitude. Ça dépend de la tâche, mais non, je vais quand même dire faut du calme. Vous vous voyez plutôt orienté vers l'avenir avec de grands projets et des objectifs clairs, instruite par le passé plein d'espoir pour l'avenir et désireux de vivre l'instant présent, ancré dans le présent, l'important c'est de se sentir bien. On va dire que on va choisir l'option du milieu, hein. C'est Louis un peu tout. Êtes-vous perfectionniste? Oh oui, quelle question? Ça dépend. Pas du tout. Hey! Bon, je vais peut-être marquer ça dépend. Parce que, alors oui, je suis une perfectionniste, mais je prends sur moi. Mieux vaut fait que parfait. Donc du coup, maintenant, ça dépend. Mais non, oui, quelle question? Oui, je suis perfectionniste et voilà, je passe à l'action. Mieux vaut fait que parfait. Au réveil, vous vous sentez plutôt frais comme un gardon? Un peu dans les vapes, mais ça va mieux après quelques minutes. Assommé avec les paupières lourdes, trop tôt. Un peu dans les vapes. Avez-vous de l'appétit au réveil? Oui, beaucoup, un peu, non, pas du tout. Pas du tout. À quelle fréquence souffrez-vous des symptômes de l'insomnie? Difficulté à s'endormir, réveil intermittent, dans la nuit, réveil, etc. Jamais, très rarement, uniquement quand je suis stressée ou dans des moments difficiles ou de manière chronique, j'ai des périodes. Allez, de manière chronique. Quand vous êtes fatigué, vous êtes plutôt irritable, calme, normal. On va mettre irritable, je pense. Ouais, on va mettre irritable parce que certaines remarques, elles passent pas. Quand je suis réveillée, elles passent. Je peux aller potentiellement faire un petit rire, sourire. Mais quand je suis fatiguée, je te regarde d'un air, ferme ta gueule, quoi. Irritable. Avez-vous tendance à vous faire du souci pour des petites choses? Très souvent, ça dépend. Non, je suis détente. Pour de petites choses, allez, ça dépend.
Vos notes étaient-elles source de stress pour vous durant vos études? Oui, les notes me stressaient beaucoup, parfois en fonction du contexte, non. Alors comme je disais, moi j'ai toujours été dans la moyenne et des mauvaises notes. Alors ça me stressait, mais ça me stressait par rapport aux autres. Pas par rapport à la maison avec mes parents, puisque mon père n'a pas fait d'études, enfin il a arrêté le... C'est un immigré, donc il a arrêté l'école, donc j'ai vu ses notes en France, il avait que des zéros, donc vous pouvez rien dire là-dessus. Et même ma mère, elle a toujours, enfin voilà, j'ai jamais, comme il savait que j'étais une bosseuse, c'était pas les notes qui définissaient ce que j'étais, donc j'avais pas de problème le fait d'avoir des mauvaises notes à la maison. Par contre, à l'école avec les camarades, si on peut appeler ça comme ça, là c'était plus compliqué. Donc on va mettre parfois en fonction du contexte. Vous kiffez votre life en ce moment de manière générale? Ça va. Il est temps d'accéder à tes résultats. À quelle adresse mail puis-je t'envoyer tout ça? Donc c'est parti, je vais répondre et je vous donne les résultats. Vous êtes du chronotype ours. Les ours représentent 50% de la population. Ah, ben, comme quoi je suis dans la moyenne, c'est ce que je vous disais. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour découvrir votre journée type et les caractéristiques des ours. Le chronotype ours s'adapte très bien à tous les environnements de travail. Il vit au rythme du jour, des heures d'ensoleillement, a besoin de beaucoup de sommeil, une nuit de 8 heures ou plus pour être pleinement reposé. Il a souvent l'impression de trop travailler et préfère consacrer du temps à ses loisirs, à socialiser et à profiter de la vie. Hey, pour l'instant on est bon. Ce qu'il faut retenir des chronotypes. Évidemment, personne ne rentre à 100% dans une case et il faut bien comprendre que chacun d'entre nous a une part d'ours, de lion, de loup et de dauphin. Simplement, il est intéressant de se demander à quel type de chronotype on s'identifie le plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on se rend vite compte que les lions, loups et dauphins ont un rythme biologique qui n'est pas forcément adapté aux normes de notre société. Travailler de 9h à 18h, les ours sont ceux qui supportent le mieux ce rythme. Mais cela ne veut pas dire qu'ils s'y sentent épanouis pour autant. Ouais. Toute l'histoire de ma vie. En tant qu'entrepreneur, nous avons la liberté incroyable de pouvoir adapter notre emploi du temps en fonction de nos envies. Alors, pourquoi ne pas adapter votre rythme de travail à votre rythme chronobiologique pour gagner en productivité et en épanouissement? Les 3 zones à connaître. Maintenant que nous avons évoqué les différents chronotypes et que vous avez découvert le vôtre, il est temps d'organiser votre journée et votre productivité en fonction. Pour chaque journée, il faut bien comprendre que nous avons différentes zones. Zone de productivité, les moments les plus productifs. Il est intéressant de caler ses tâches les plus difficiles, importantes ou challengeantes sur ces zones. Zone de créativité, les moments les plus créatifs. Les tâches comme la création artistique, le brainstorming, la création de contenu sont optimisées à ces moments-là. La zone de tranquillité, les moments où l'efficacité est moyenne, ce sont les meilleurs moments pour faire les tâches de fond, répondre à ses mails, organiser des rendez-vous, etc. Cool, n'oubliez pas que ce sont des tendances et des indications, pas des vérités en soi. Prenez en compte votre expérience personnelle, bien sûr. La journée type de l'ours, le bon vivant. Réveil entre 7h et 9h, 8h, 10h, zone de tranquillité. Email, échange, rendez-vous. Je suis d'accord, mais adapter, rendez-vous, oui, en même temps, il faut avaler le crapaud. Moi, c'est le truc qui me saoule le plus, donc on est OK. 10h, 14h, zone de productivité. 13h, 18h, zone de créativité. Meilleur moment pour prendre une pause aux alentours de 15h. Meilleur moment pour faire le sport le matin tôt ou le midi. Eh bien, écoutez, ce fut très instructif, j'espère que ça vous a plu. Si tu l'as fait en même temps que moi, viens me dire si tu corresponds à peu près à mon chronotype ou si tu l'as fait après cet épisode, puisque je vais mettre le lien de ce quiz en description. Viens me dire quel chronotype tu es là, qu'on échange entre ours. Donc si ça t'a plu, voilà, fais-le moi savoir, hein, j'en referai d'autres au courant de l'été. On va passer à la rubrique horoscope business. Alors, on va remettre les choses au clair tout de suite.
Je suis ni astrologue ni médium et encore moins connectée aux planètes, du moins pas consciemment. L'horoscope, pour être honnête, j'y crois pas vraiment, mais quand j'étais ado, j'adorais le mien, soit dans les magazines, soit en fait quand je prenais le bus avant d'aller à l'école, le chauffeur du bus mettait ses nostalgies à la radio et à la fin, vous savez, vous avez toujours un moment pub et vous avez le moment horoscope où il disait les signes et où il balançait juste une phrase qui faisait ma journée. Donc après, je voyais si ça correspondait ou pas. Mais voilà, quand ça arrive pas, t'y crois pas. Quand ça arrive, tu dis «Ah, je le savais». Mais donc voilà, c'est juste un moment fun. C'est souvent n'importe quoi, mais des fois, ça tombe juste et du coup, ça donne une motivation. Donc c'est un peu ça que j'ai voulu faire. J'ai totalement inventé cet horoscope avec l'aide de mon ami ChatGPT. C'est mon pote de temps en temps, ça dépend, mais là c'est mon pote. Et en fait c'est exactement voilà, ce que j'avais envie de transmettre, une dose de motivation version astral business second degré. Donc si tu tombes sur une phrase qui te donne de l'énergie, tant mieux. Si tu rigoles un bon coup, objectif atteint également. Par contre, donc comme je te disais, je ne suis pas une professionnelle de l'astrologie, hein, je ne lis pas les cartes du ciel et je n'ai aucune légitimité cosmique. Donc ce que tu vas entendre ici, comme je te disais, je l'ai sorti avec ChatGPT, c'est juste du fun, de l'inspi, pourquoi pas, un peu de mindset, mais pas des prédictions sérieuses. Donc ne t'acharne pas sur moi si ce que je dis ne te plaît pas, ne te convient pas ou ne correspond pas. Ok? Tu fais ce que tu veux. Et donc c'est parti pour l'horoscope business de la semaine. Et quel signe va donc cartonner cet été? Le bélier, l'impulsive stratège. Tu veux tout faire tout de suite cette semaine, calme-toi sur les nouveaux projets, termine enfin ce que tu as commencé. Petit conseil astro-business, réactive un ancien produit ou un ancien projet, retravaille cet ancien projet. Taureau, la patiente visionnaire. Oui, je le mets en mode féminin. Tu avances lentement mais sûrement. Cet été, tu construis une base solide. Conseil astro-business, mets à jour ton tableau de bord financier et planifie sur 6 mois. Gémeaux, la communicante instable, c'est moi. Tu veux parler de tout à tout le monde. Cette semaine, simplifie ton message. Réécris ta bio Insta et ton pitch d'offre en une phrase claire. Je vais redemander à ChatGPT de m'aider. Hein. Cancer, l'intuitive protectrice. Tu ressens beaucoup, tu portes beaucoup, protège ton énergie pour mieux impacter. Fixe une limite claire à un client ou à une charge mentale. Lion, le leader lumière. Tu es né pour briller. Cet été, ose te montrer sans filtre. Partage ton histoire dans un post sincère et inspirant. Donc tu as compris, si tu es lion, partage-moi tes histoires what the fuck pour le prochain épisode. Vierge, la perfectionniste efficace. Tu as l'œil du détail. Cette semaine, passe à l'action même si ce n'est pas parfait. Lance cette idée à 80%, tu amélioreras en chemin. Balance, l'hésitante magnétique. Tu veux l'harmonie, mais parfois il faut trancher. Finis les doutes, choisis. Donc cette semaine, prends une décision business sans demander d'avis. Scorpion, la stratège intense. Tu veux tout maîtriser, mais cette semaine, mise sur l'intuition. Petit conseil, lance une idée sans en parler à personne et observe les résultats. Sagittaire, l'aventurière débordée. Tu veux tout explorer, mais il faut choisir un cap. Cet été, recentre-toi, focalise-toi sur un seul canal et donne-lui 100% pendant 7 jours. Capricorne, la bâtisseuse silencieuse. Tu construis en secret et c'est puissant. Assume tes ambitions. Partage un objectif à haute voix, même si ça fait peur. Verseau, l'original visionnaire. Tu veux tout réinventer, ok, mais pense à expliquer. Petit conseil de la semaine, réécris ton offre pour qu'elle soit comprise par quelqu'un qui ne te connaît pas. Et enfin, Poisson, la rêveuse connectée. Tu vibres fort, mais tu t'oublies parfois. Alors, rappelle-toi que tu as le droit de recevoir aussi. Et voilà, c'était tout pour ce premier horoscope business made in riche et heureux. Si t'as kiffé, partage cet épisode à tes meilleurs potes qui kiffent les horoscopes. Et puis, petit spoiler, hein, si les étoiles t'accompagnent, n'oublie pas que c'est toujours toi qui passe à l'action. Et on arrive à la dernière rubrique de cet épisode, la rubrique Conseil Lifestyle. Dans cette rubrique,
Chaque semaine, ça sera un conseil simple pour t'aider à te sentir mieux dans ta tête, dans ton corps, dans ta vie. Des petites choses faciles à mettre en place qui te rappellent que la liberté, ça commence toujours par des petits détails. Ça va être ce conseil lifestyle, ta petite dose de self-care de la semaine. Et cette semaine, je vais te parler de la routine de l'été. On dit souvent que l'été, c'est le moment de recharger ses batteries. Mais, soyons honnêtes, c'est aussi le moment où on a le plus de temps libre et où on remplit donc notre agenda comme un ministre. On veut profiter à fond, on veut avancer sur ses projets et résultat, on finit le mois d'août encore plus crevé qu'avant l'été. Donc si cette fois, pour une fois, on faisait l'inverse et qu'on allégeait, qu'on simplifiait, qu'on ralentissait. Donc étape numéro 1, on allège. On n'est pas obligé de porter tout le temps. Donc cet été, on va poser certaines choses, on va s'alléger. Ça peut être une habitude, un projet inutile, un engagement. On va se poser la question, qu'est-ce que je peux poser? Qu'est-ce que je peux mettre en pause? Qu'est-ce que je peux arrêter, reporter à plus tard pour me reposer? Étape numéro 2, simplifier. On peut garder nos routines, mais de manière allégée. Au lieu de 10 objectifs par semaine, on en prend 2. Au lieu d'un programme sportif intense, on se fait une routine simple. Au lieu de vouloir tout relancer cet été, on va prendre le temps de tout réorganiser, de tout trier, de tout ranger. Petit rappel, le repos, c'est productif. Si tu regardes un enfant, il grandit quand il dort. Un sportif de haut niveau, il progresse pendant les phases de récupération. Et bien ça va être exactement pareil pour nous. On a besoin de repos pour assimiler, intégrer, évoluer. Passer à l'action, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut un enchaînement, une alternance entre tension et relâchement. Et donc, étape numéro 3, ralenti. L'été, c'est l'occasion rêvée de ralentir sans culpabiliser. On peut continuer à travailler, à avancer, à réfléchir, mais à notre rythme et à un rythme un peu plus slow. Ralentir, ce n'est pas abandonner, c'est s'écouter et donc faire de la place pour ce qui compte vraiment. Alors cette semaine, on va choisir une chose à alléger, une chose à simplifier et une chose à faire plus lentement. Et voilà, c'est la fin de cet épisode un peu spécial entre anecdotes, quiz, galères, horoscope, un mélange léger, pas vide, attention, parce que même l'été et même en mode détente, on peut semer des graines. Donc si tu as ri ou que tu as appris un truc, n'hésite pas à partager cet épisode. Si tu as envie que je continue ce format tout l'été, viens me le dire en commentaire. Si tu veux d'ailleurs garder une trace de cet épisode, j'ai créé un petit magazine au format PDF. Je te mets le lien en description pour que tu puisses le télécharger. Et si tu veux le lire, je sais pas moi, sur ton transat, pourquoi pas. Et si toi aussi tu veux participer au prochain épisode, que tu as, comme je te disais, une question sur le business d'achat-revente sur Amazon, tu peux me mettre en commentaire. Ou si tu veux me raconter une histoire what the fuck, viens me voir sur Instagram en message privé. Qui sait, tu seras peut-être dans le prochain numéro. D'ici là, kiffe ton été, fais ce que tu as envie de faire. Et surtout, continue d'avancer à ton rythme. Je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye!